Fait qu'en ce moment, chez John Deere, il y a plus de programmeurs informatiques que d'ingénieurs mécaniques. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation Et numérique. voici votre chef d'antenne, Renaud. Aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être déjà, nous sommes en compagnie de Christine Pedneau. Christine a un très long titre, elle m'a mis au défi de le dire d'un trait sans me tromper. Alors on y va d'un coup. Christine est présidente fondatrice de Triba Intelligence Collective et experte en IA et en intelligence opérationnelle. Est-ce que je l'ai eu, Christine? Presque, c'était experte en IA et excellence opérationnelle. Excellence opérationnelle. Bon, je me rappellerai de l'excellence pour les prochaines fois. Bonjour Christine, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Renaud, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité au podcast. Très heureuse d'être là. Ben merci à toi d'être là. C'est toujours super pertinent les conversations qu'on a avec toi. Alors aujourd'hui, on saute dans le vif du sujet. Tu as été récemment au World AI Summit à Amsterdam dans le cadre du World AI Week. Premièrement, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ça? Là où il y a beaucoup de world, beaucoup d'AI dans la même phrase. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, en fait, c'est vraiment la plus grosse semaine d'événements d'intelligence artificielle dans l'année. Ça a lieu à Amsterdam. Il y a le AI Week à travers lequel il y a plusieurs activités et pendant le AI Week, il y a le World Summit AI Amsterdam qui prend place pendant 2 jours. On a eu une édition du World Summit AI à Montréal il y a quelques mois déjà. Il y en a à San Diego, en Californie, il y en a au Qatar. Bref, il y en a un peu partout dans le monde. Et j'ai eu la chance d'assister à celui d'Amsterdam il y a 2 semaines environ maintenant, où il y avait quand même beaucoup de monde. Honnêtement, j'étais impressionnée. Il y avait au-dessus de 8000 participants de 135 pays, je crois, et il y y avait 238 speakers. Pour vrai, je pense que ça Ça, aurait pris une et t'es équipe as toutes de vues. 15 personnes. Malheureusement, non, mais on a les enregistrements disponibles après. C'est ça qui est super le fun de ces événements-là maintenant, c'est que tu as les enregistrements disponibles par la suite. Puis, ce qui est intéressant aussi des World Summit AI, c'est qu'ils sont divisés en plusieurs tracks, comme ils appellent. Donc, tu peux suivre la track innovation, robotique, adoption. Fait que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de contenu varié, hyper intéressant. Et les gens qui sont là, c'est des spécialistes comme toi, des kidam, des chefs d'entreprise. C'est qui va là? Ben, c'est un peu tout le monde, honnêtement. C'était vraiment un groupe assez diversifié. J'ai rencontré, par exemple, des représentants de différents pays ou de différents États qui veulent comprendre justement ce qui se passe dans le monde pour faire un peu un benchmark, pour voir comment ils ramènent ces pratiques-là chez eux. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un du gouvernement de Andorra qui cherchait des expertises en IA, donc super intéressant. Il y a aussi de nombreux professionnels, un peu comme moi ou comme vous, en fait. Il va y avoir évidemment des entreprises de tech. Il va y avoir des représentants de différents groupes. Il y avait d'ailleurs Women in AI Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Netherlands. Fait que j'ai assisté à un lunch de Women in AI là-bas aussi. Fait que c'était super intéressant. Donc vraiment, c'est quand même une crowd assez diversifiée. Je dirais autant des gens qui veulent un peu apprendre sur l'IA, comment ça marche, mais il y avait aussi des gens qui étaient quand même assez très techniques. OK. Donc il y avait vraiment Qui étaient un là beau pour mix des partager deux. plus leurs connaissances techniques. Oui, absolument. Fait que dans les différentes tracks dont je t'ai parlé, là, au-dessus des 200 speakers, il y en avait qui étaient vraiment plus au niveau stratégie, mais il y en avait qui étaient vraiment plus au niveau technique, justement. Super intéressant. Ça doit être des semaines, ça fait des grosses semaines quand même, de beaucoup de rencontres et beaucoup de stimuli de toutes ces présentations-là. Oui, ça fait des belles semaines avec des belles rencontres. Puis j'ai eu des super belles discussions justement avec des gens de BMW qui sont responsables de la stratégie IA pour la personnalisation de l'expérience, des gens qui ont des organismes à but non lucratif qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider à détecter l'eau souterraine en Afrique
pour faciliter justement la construction de puits. Il y avait vraiment plein de projets extraordinaires. Justement, parmi ces projets-là, tu m'as parlé d'une compagnie que tu m'as fait découvrir, puis là, j'ai perdu 2 heures de mon temps à regarder des vidéos de robots, mais une compagnie qui s'appelle Ocado, qui, je crois, est une compagnie française, En si je ne fait, m'abuse. basé en Angleterre, Ocado, c'est super intéressant. Puis j'ai découvert ça par pur hasard il y a quelques années. Fait que moi, mon conjoint a déménagé en Angleterre, puis d'habitude, chez nous, c'est moi qui fais l'épicerie. Fait que là, il est déménagé en Angleterre, je dis, OK, je vais te trouver comme une plateforme pour faire ton épicerie en ligne, puis comme ça, je vais te setuper, puis on va faire ça, ça va être super simple. Puis c'est Ocado, en fait, que j'ai découvert par pur hasard. Puis là, je me suis mis à trouver ça vraiment hyper efficace comme service. Je me suis mis à creuser là-dessus un peu plus en termes d'utilisation des technologies. Fait que pour faire un parallèle, Ocado, c'est un peu comme le Amazon, mais de la distribution d'épicerie, en fait. Si on veut faire un parallèle. C'était très drôle parce que justement, il était là au World Summit Amsterdam, puis il présentait comment ils déployaient l'intelligence artificielle dans leur centre de distribution. Puis, c'est là où je vois un parallèle hyper intéressant avec les solutions qu'on a développées aussi au Québec, par exemple, avec Metal Marquis, qui avait développé une solution pour supporter en soudure où ils prenaient simplement des équipements comme un robot soudeur puis un scanner, qui étaient des équipements standards qu'on pouvait acheter facilement sur le marché. Puis ensuite, à ces équipements-là, ils greffent un peu, si on veut, un cerveau d'intelligence artificielle qui va venir analyser l'information qu'ils voient puis aider justement à avoir un robot plus autonome. C'est exactement le même concept que Ocado a pris de leur côté. Donc, on se met dans leur contexte, ils font de la distribution alimentaire, ils ont énormément de produits à manipuler, des fruits, des légumes, du lait, des boîtes de conserve de différents styles, certains fragiles, certains non. Puis, c'est là où ils ont tout un système de bras robotisés avec des ventouses. Donc, c'est des bras robotisés super simples, peu dispendieux, avec une ventouse au bout. Et c'est la solution qu'ils ont trouvée justement derrière laquelle ils l'ont entraîné avec l'intelligence artificielle pour que le robot puisse développer une autonomie et remplir votre commande d'épicerie. Mais ça, c'est complètement fou, là. Il faut, on va mettre un petit lien puis aussi un extrait du vidéo, là. C'est pas 2 robots qui se parlent, là. Il y en a comme 500 qui se promènent sur des petites tracks, puis il y a les bras qui viennent leur donner des produits un par un, puis qui shake quand il y a de la poussière dessus ou s'il y a des déchets à côté. C'est assez impressionnant le niveau que ça permet d'amener derrière ça, là. Puis, tu fais un super bon point, Renaud. Où est-ce que c'est impressionnant? Un bras robotisé qui va chercher quelque chose dans un bac, on est comme, ben oui, OK. Mais encore, OK? Fait que, où est-ce que c'est super intéressant? C'est vraiment l'apprentissage du bras robotisé. Fait que, par exemple, il essaie de prendre une pinte de lait, la pinte de lait tombe sur le côté. Ben, il va comprendre, c'est que c'est le même item, va aller le rechercher. Mais même encore plus que ça. Il a compris, le robot, qu'il y a certains items qu'il pousse pour que l'item tombe sur le côté parce que c'est la seule façon que la ventouse est capable d'aller le chercher. Il s'est développé lui-même des trucs. Fait qu'il va voir certains items, il est comme non, par-dessus, ça marche pas. Il donne un petit coup, l'item tombe, puis là, après, la ventouse est capable d'aller le chercher. Puis il est capable de reconnaître les déchets aussi. Parce que c'est sûr que des fois, il y a des emballages qui se brisent. Puis il est capable de tasser les déchets, de les reconnaître, puis de prendre uniquement les items dont il a besoin. Hyper impressionnant, justement, de voir tout ça. C'est ce bout-là, je trouve, qui était impressionnant. Parce qu'un bras robotisé qui prend un item, on fait ça depuis longtemps, mais c'est l'intelligence derrière de se dire, OK, qu'est-ce que je dois prendre, puis comment que je dois le prendre de la meilleure façon. Puis quand il y a des items collés ensemble, il est shake. Tu le vois, non, ça l'a collé dessus, je devrais pas ramasser ça, il shake pour que l'autre tombe à côté. Mais ça, c'est C'est complètement complètement fou. Je veux dire, hallucinant. je commence à être également fasciné et terrorisé par cette technologie. Mais c'est ça, le niveau qu'on apporte, comme tu dis, à des équipements que la plupart des manufacturiers ont déjà dans leurs usines. Et puis là, on vient l'upgrader avec l'intelligence artificielle et lui donner de l'intelligence, justement. C'est vraiment l'intelligence appliquée de voir, voici le paquet, voici comment on le prend. C'est vraiment fou. Allez voir les liens, vous allez perdre beaucoup de temps.
et me remercier. Je pense que où est-ce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi, c'est que si on prend justement un pas de recul puis on regarde le tissu manufacturier au Québec, c'est principalement des PME. C'est pas des grandes entreprises où on fait du travail en série à la BMW. Fait que c'est vraiment cute quand on voit les lignes de montage là, avec les robots humanoïdes qui font des tâches, là. Mais la réalité des manufacturiers au Québec, c'est pas ça. C'est beaucoup du sur-mesure. C'est beaucoup justement des une tâche ou des choses qui vont être différentes à chaque fois. Un peu, je reprends le cas de Métal Marquis où ils font de la réparation, mais chaque réparation va être différente. Par définition, c'est une réparation. Puis c'est là où l'intelligence artificielle, elle vient amener tellement de valeur ajoutée parce que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse usine avec beaucoup de travail en série pour faire de l'automatisation pour que ça vaille la peine. Parce que justement, à partir du moment où tu as ce fameux bras robotisé-là ou autre que tu entraînes avec l'IA, il est capable d'apprendre puis de s'adapter. Fait qu'il est capable de prendre peu importe le type de produit, que ce soit un sac, une canne, des fruits, légumes frais ou peu importe, il est vraiment capable de tout prendre. Fait que c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est qu'on passe d'une robotisation où on entraînait des robots uniquement sur des tâches spécifiques qui devaient effectuer en série. Fait que si tu n'avais pas des choses répétitives en série, tu n'avais pas de business case vraiment. Là, tranquillement, pas vite, on voit de plus en plus d'applications comme Métal Marquis, comme Ocado, où on sort de cette dynamique de travail en série à répétition, puis on a des robots qui sont capables de faire vraiment plus de tâches variées. C'est là où ça devient vraiment hyper intéressant pour les manufacturiers ici. C'est intéressant. Puis je pense que c'est la première fois que j'entends ce point-là. Tu sais, on a tendance à le visualiser justement des cas comme Ocado, où est-ce qu'il y en a littéralement 2000 des robots qui fonctionnent tous ensemble puis qui a clairement besoin d'intelligence artificielle, sinon ça va être un bordel sans nom. Mais de voir aussi qu'une petite usine qui aurait, ben petite, c'est toujours gros une usine, mais relativement, de voir qu'il pourrait y avoir un gain d'efficacité en ayant l'intelligence artificielle, donc de pouvoir pas être obligé d'avoir 4 machines, mais d'en avoir une qui est capable de s'adapter puis de choisir la bonne tâche dépendant de ce qu'il y a à faire. Ça devient super intéressant puis ça devient un gage d'efficacité manufacturière, dans le fond, derrière tout ça, là. Exactement. Puis tu sais, moi, le bémol que je mettrais là-dessus, ça va être vraiment, ben, tu sais, notre limite dans ce cas-ci, ça va être à quel point c'est facile d'entraîner le modèle. Donc, plus le temps va, plus on a plusieurs use cases qui s'accumulent, qui sont similaires. Fait que là, on va développer une expertise justement dans l'entraînement de modèles pour faire ce type de tâches-là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, le coût sera pas dans l'équipement parce qu'acheter un petit bras robotisé avec une ventouse, on est d'accord. Je veux dire, même toi et moi, on pourrait probablement s'en procurer un. J'en ai un C'est ici. vraiment, et voilà, et voilà. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Fait que c'est vraiment dans l'entraînement du modèle. Donc, c'est à quel point est-ce qu'on a besoin de données pour entraîner ce modèle-là. Fait que c'est là, je pense, où est-ce que ça va être un game changer quand on va réussir à entraîner ces modèles-là rapidement. Fascinant. Mais d'ailleurs, là-dessus, tu parlais de BMW et tu as eu la chance d'assister à quelque chose autour de BMW et du fait qu'ils utilisent l'agentique maintenant jusque dans les autos ou dans l'expérience d'achat. Ouais. Fait en fait, oui, c'est très drôle parce que mon hôtel était très loin à Amsterdam de la conférence. Fait que fallait que je passe beaucoup de transport en commun. Puis en fait, le responsable du AI chez BMW pour tout ce qui est l'expérience véhicule comme à l'intérieur de l'habitacle, il était assis à côté de moi dans l'autobus. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que mes plus belles rencontres se sont faites dans le bus, à l'arrêt de bus, en marchant vers le bus. Fait que tu sais, c'est vraiment super drôle parce qu'au début, je me disais, oh my God, mais quel cauchemar, j'ai tellement mal choisi mon hôtel, genre quelle erreur. Puis finalement, ben, tu sais, dans les transports en commun, je fais des super belles rencontres. Fait que comme quoi, tu sais, On peut on sait compter jamais. sur toi pour te faire des amis dans l'autobus, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je sais pas, mais pour vrai, à la fin de cette aventure, les gens me demandaient à l'arrêt de bus comment se rendre à la gare, comment payer, tout ça, puis j'avais toutes les réponses. Que c'était juste comme vraiment drôle. Mais pour revenir, tu sais, à BMW, ce qui était super intéressant avec la conversation que j'ai eue avec Dugan, le Chief AI pour l'expérience à l'intérieur de l'habitacle, c'est vraiment le changement de mindset en termes de manufacturier. C'est là que j'ai vu vraiment une grande similarité avec ce qu'on a vu se passer, par exemple, avec John Deere dans le milieu agricole. Si on se rappelle, ou pour ceux qui sont pas au courant, tu sais, John Deere, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, qui ont toujours fait leur réputation sur la qualité de leurs tracteurs, donc leurs produits qu'ils manufacturent.
Et tranquillement, avec le temps, ben, ils ont évolué. Puis là, ils ont pris un virage assez important technologique où ils ont choisi de vraiment se réorienter. Puis maintenant, ce qu'ils vendent, c'est de l'agriculture intelligente. C'est plus des tracteurs. Fait qu'en ce moment, chez John Deere, il y a plus de programmeurs informatiques que d'ingénieurs mécaniques. Fait que ce Wow, qu'ils qui font, l'a en cru, fait, hein? c'est vraiment extraordinaire. Fait qu'ils vont vraiment valoriser toutes les données qui sont recueillies par les clients, puis ils ont des centres de contrôle où est-ce qu'ils font de l'analyse, puis ils vont faire des recommandations aux clients. Puis maintenant, c'est vraiment agriculture as a service, si on veut, l'agriculture comme service. On n'aurait jamais pu s'imaginer ça, genre il y a 10 ans, de se dire que John Deere allait devenir une entreprise de service, puis de SaaS, puis de tout ce que tu veux, mais oui, effectivement, on est rendu là. Puis c'est un peu un parallèle similaire avec BMW. Puis ce que justement Dogan il m'expliquait, c'est que on est vraiment passé de manufacturer des véhicules avec l'objectif de on vous donne un mode de transport pour se rendre du point A au point B. Puis maintenant, c'est plus ce qu'on vend. On vend plus un mode de transport pour se rendre de A à B. Ce qu'on vend, c'est une expérience. C'est vraiment ça. Le mindset est complètement différent. Ce qu'on vend, c'est une expérience. Puis c'est là où ils valident justement toutes les données qu'ils peuvent recueillir à l'intérieur de l'habitacle du véhicule pour réussir à personnaliser votre expérience au maximum quand vous êtes dans votre voiture. C'est hyper intéressant parce que c'est là que tu réfléchis à elle est où la ligne entre ce qui est éthique et pas éthique avec les données que tu recueilles pour l'hyper-personnalisation. Fait que c'était vraiment des super belles conversations. C'est fascinant. J'ai déjà le cerveau qui part dans tous les sens, mais euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit souvent le côté plus appliqué de l'AI, tu sais, qu'est-ce que ça peut faire, comme ce qu'on vient de dire avec les robots, etc. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Et aussi, des fois, un ajout aux marques qui disent, ben, on est AI-powered, etc. Mais là, c'est un rebrand puis un shift complet de la marque pour dire, maintenant, on peut faire n'importe quoi. Ce qu'on vous vend, c'est notre expérience, puis c'est ça notre ownership. Après, on peut vous mettre sur un vélo ou sur un skidoo, puis c'est la même. Vous allez avoir l'expérience. C'est plus le véhicule qui devient important. C'est tout un move, surtout pour des John Deere qui changent du tout pour le tout, là. Ouais, puis c'est vraiment, puis on le voit de plus en plus, là, la tendance d'hyper-personnalisation, elle est très forte dans tous les domaines. Puis même, par exemple, un autre manufacturier automobile, c'est Lexus, si je me trompe pas. Si je me trompe, on mettra les notes en dessous. Qui ont fait un site web au UK, puis chaque personne qui va aller sur le site web va avoir une version différente du site. Moi, je vais rentrer des préférences, je vais chercher certaines choses, je vais avoir un site web différent que toi, Renaud, quand tu vas y aller. Donc, vraiment, ils analysent tous nos comportements en ligne, puis au fur et à mesure qu'ils analysent les comportements en ligne, ben ils vont modifier le site en conséquence, puis on va tous avoir une expérience différente si on va sur ce site-là, par exemple. Fait que c'est vraiment des tendances qu'on voit qui sont vraiment hyper, je dirais, prominentes dans tous les domaines. Puis sinon, tu sais, dans les thèmes principaux du World Summit AI, il y avait évidemment l'agentique. On en parle beaucoup. Parce qu'on a entendu parler un petit peu de ça ici aussi. Un petit peu, un petit peu. De pair avec l'agentique, il y avait l'IA responsable, évidemment. On est aussi en Europe avec le EU AI Act et autres. Fait qu'il y avait beaucoup justement de discussions par rapport à l'IA responsable également. Et je dirais le troisième gros point qui est ressorti de la semaine, c'était vraiment les données. Puis ça, les données, je sais que c'est pas sexy de parler de gouvernance de données, puis genre faire des démos d'agentique, Pas c'est du tout. tellement plus cool. Puis ouais, je sais, mais we need to make data sexy again, OK? Parce que ce qui arrive, c'est que 100%. Fait que là, tout le monde est en train, là, je vais faire une analogie, là, on est tous en train de vouloir se bâtir des voitures de course, là. Tu sais, on est tous en train de vouloir se bâtir des super de beaux chars performants, mais il y a personne qui a de gaz pour mettre dedans. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est vraiment 100% ça. Je veux dire, l'IA se nourrit de données, puis je le vois tous les jours avec mes clients qui m'arrivent, « Hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » OK, mais sont où les données derrière? Avez-vous, tu sais, il n'y a rien. Tu sais, les données sont non structurées, sont dans plein de systèmes différents, il n'y a pas de gouvernance de données en place. Fait que, tu sais, c'est super le fun. On peut te bâtir une super belle voiture, un super beau modèle, mais t'as pas de gaz pour mettre dedans. C'est comme, ça marchera pas.
Puis Fait que c'est ça ça qui aussi, ça leur power la sorti. personnalisation aussi. Tu sais, c'est là, on est dans le super donné. Il faut quelque chose de très, très précis sur la personne. Puis, oui, c'est le gaz. Je pense que tu le dis très bien. Là. On avait la discussion avec Jonathan il n'y a pas longtemps aussi pour dire toutes ces. En plus, dans toutes les analogies, c'est des data lakes, puis c'est c'est des grandes étendues de data qu'il faut aller trier. Et je devine que c'est pas les conférences les plus où les gens se battent dehors pour dire hey, on va aller voir comment on fait pour trier le data, mais c'est là qu'est le vrai power derrière le AI. Ben oui, puis honnêtement, dans tous les use cases d'entreprises qui sont venus présenter, que j'ai vus au courant de cette semaine-là, dans leurs facteurs de succès, pour ceux qui ont justement déployé des solutions à grande échelle et qui ont eu du succès, ils ont tous mentionné les données. Il y a personne qui Hein? l'a pas mentionné. Fait que dans leurs 4-5 critères de succès, ça ressortait dans toutes les présentations, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est là où il faut aussi apprendre des gens qui ont eu du succès, puis il faut commencer à regarder un peu les données qu'on a, puis même, je dirais plus loin, pas juste les données qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, mais même à quelles autres données qu'on a accès dans notre écosystème qui pourraient avoir de la valeur pour nous. Fait que même je dirais même de sortir de nos données d'entreprise puis de regarder à l'extérieur de l'écosystème, que ce soit des prix de matériel, que ce soit des tendances économiques, peu importe, mais vraiment d'aller voir toutes les données auxquelles on a accès qui sont en lien avec ce qu'on fait, puis voir comment est-ce qu'on peut valoriser ces données-là. Ça, c'est sorti comme des belles opportunités aussi. Super intéressant. Fait que ça amène à penser à un projet d'IA en entreprise d'une manière complètement différente, de dire, OK, ben voici l'outcome qu'on veut. On veut un petit bras qui dit bonjour quand des gens arrivent, mais il faut backtracker de là puis dire, OK, ben qu'est-ce qu'on a pour powerer ça? Est-ce que la donnée est correcte ou est-ce qu'on va se promener dans tous les sens? Puis, fait que là, de faire le bout de plate, de cleaner, puis de dire, OK, on attend 2 minutes avant de placer le bras qui bouge, puis on va tout cleaner ça pour être sûr de donner le data qu'il faut. Fait que ça change vraiment la généalogie des projets d'intelligence artificielle, dans le fond, là, quand on le Ben, regarde comme ça. oui, puis juste d'un point de vue purement stratégique, là, la technologie, elle change vraiment rapidement, mais le fait qu'elle a besoin de vos données, ça change pas. Fait que de vraiment faire le ménage de vos données, puis de vous bâtir une base solide, ce que ça va faire, c'est que dès que la technologie va être prête à faire ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir le faire plus vite que tout le monde parce que vous allez déjà avoir la base de fait. Tu sais, votre fondation va déjà être faite. Fait que vous allez pouvoir sauter sur les opportunités technologiques beaucoup plus vite parce que vous allez avoir cleané vos données dans les domaines sur lesquels vous voulez focuser. Tu sais, on s'entend, là, on parle pas ici de faire un exercice de 2 ans, mais les domaines sur lesquels vous voulez focuser, là, vous mettez vos données en ordre, vous mettez une gouvernance de données, tout ça, des processus stables. Puis après ça, dès qu'il va y avoir une technologie qui va sortir qui vous intéresse, vous pouvez sauter bien plus rapidement que les autres parce que ça va être 60 à 70 du projet, le nettoyage de la structure de vos données. Ça peut se faire proactivement. Fait que c'est là où, justement, il va falloir qu'on travaille fort, je pense, dans les prochains mois pour make data governance sexy again. OK, on travaille là-dessus. Je me mets à travailler un T-shirt pour ça. Make data sexy 100%. again. Oui, C'est bon. absolument, absolument. Euh, Fait que sur d'autres sujets, là, on parlait du petit, mais il y a le scale aussi qui devient quelque chose avec le AI qui fait des fois un peu peur parce que, quand ça devient gros, on peut un peu perdre le contrôle. Mais il y en a qui l'ont bien fait et je crois que c'est le cas de ING aussi qui était là-bas, ING en finance. Ouais. Fait que ce que j'ai trouvé intéressant du cas de ING, c'est peut-être qu'ils ont réinventé la roue parce qu'ils n'ont pas réinventé. C'est plutôt de la manière dont ils ont vraiment réussi à déployer à grande échelle des solutions d'intelligence artificielle. Fait que pour donner un peu le contexte, ING opère en Europe où ils ont plusieurs langues officielles. Fait qu'ils ont des bureaux un peu partout, puis ça finit qu'à la fin de la journée, ils ont besoin de traduire leurs documents officiels dans 3, 4 langues différentes, je crois. Puis, ils ont aussi fait l'acquisition d'une autre unité d'affaires où est-ce que justement, bon, il fait encore une fois qu'il y a de l'uniformisation de la documentation dans plusieurs langues. Puis, c'est là où ils ont vraiment utilisé l'intelligence artificielle pour accélérer, en fait, toute la traduction
de documentation officielle pour être justement conforme aux normes en vigueur. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils comparaient vraiment, tu sais, la méthode traditionnelle versus avec l'optimisation, avec l'intelligence artificielle. Puis, ils ont vraiment réussi à développer une solution qui est hyper stable. Puis, c'est ça souvent un des enjeux. On a souvent des hallucinations ou autres. Puis là, si on se met dans le contexte, ING, c'est une entreprise dans le domaine financier qui ont quand même beaucoup de réglementations en vigueur. Il fallait que la solution qu'ils mettent en place soit très fiable pour être Et les capable de le déployer hallucinations à grande financières, échelle. c'est pas souhaitable. Puis pas dans des documents justement officiels, que ce soit contractuels ou des documents de prêt ou autres. Fait que c'était quand même hyper intéressant de voir comment ils ont réussi vraiment à déployer à grande échelle une solution qui était très fiable et très stable. Ça, je pense que c'est intéressant comme use case pour ça parce qu'on n'en voit pas tant que ça, justement, des cas déployés à grande échelle qui ont un si bon niveau de précision. Fait que c'était quand même assez intéressant dans ce cas-ci. C'est intéressant aussi parce qu'ils l'ont commencé, disons, petit dans le gros, là. Tu sais, la traduction, c'est quand même quelque chose qui se fait très bien avec l'IA maintenant. Puis là, ils ont dit, OK, ben là-dessus, ça, c'est solide, puis on va essayer de le scaler à échelle. Fait un move très stratégique et intelligent. Puis ensuite, qui doit aussi créer des passages pour dire, OK, ben là, si on veut faire tel autre service par l'IA, ben on a déjà un roadmap. Et c'est ça, c'est un super bon point que tu amènes, en fait, parce qu'ils partageaient beaucoup toutes les leçons qu'ils ont apprises à travers le processus. Puis c'est un peu ça, tu sais. Ils ont commencé en se faisant les dents sur quelque chose qui était quand même assez simple et éprouvé. Puis là, ils ont appris de ça, puis maintenant, ben, ils regardent d'autres projets pour en faire davantage. Fait qu'ils sont vraiment allés avec quelque chose qui était plus simple à faire, qui était déjà une technologie qui était démontrée, qui était efficace avec un use case qu'on connaît bien. Puis là, maintenant, ils regardent justement aux opportunités de faire d'autres projets par rapport à ça. Fait que c'était intéressant aussi parce que c'est un peu ça que suggérait aux entreprises, en fait, c'est commencer par des automatisations, des choses que vous êtes sûr que vous allez avoir des résultats, puis ensuite, allez-y avec l'expérimentation un peu plus poussée. Fait que je trouvais ça intéressant comme perspective. C'est rare qu'on est inspiré par les compagnies financières. J'avoue que je le débattais si j'assistais à cela. Quand j'ai vu, je fais comme... Puis finalement, c'était super bien. Oui, on a des surprises. Je continuerai de parler avec toi, pour toi, sur l'intelligence artificielle pendant des heures. Mais on va garder ça pour d'autres épisodes. Merci beaucoup pour tout ça. Ça fait vraiment... on va mettre les liens dans les show notes si vous voulez aller voir plus sur les différentes compagnies et les sujets qu'on a discutés et aussi le World AI Week à Amsterdam, si vous voulez y aller l'an prochain, si vous voulez savoir quel autobus prendre pour se rendre de l'hôtel le plus loin jusqu'au centre des congrès. C'était 5 moyens de transport différents. Des 5 trams, moyens des de transport. bus. Ah ouais, genre, je me suis ramassée dans le train, le tram, le bus. Ça finissait plus. Alors, c'était Planes, Trains and Automobiles. Ben, merci beaucoup, Christine. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci, Renaud. C'était un plaisir. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.